Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous prendrons l'heure à une horloge assez inhabituelle pour vous, celle de Langogne en Gévaudan. En ce milieu de mois d'août, en cette période de l'année où les villes sont un peu trop vides et les plages un peu trop pleines, Télémidi a voulu vous inviter à faire halte quelques instants dans une petite ville, ou plus exactement dans un gros bourg, qui reste à l'écart du remue-ménage des vacances, Langogne en Gévaudan. Bien sûr, ici, le mois d'août ne ressemble pas tout à fait aux autres mois. Bien sûr, il y a des vacanciers, mais les vacanciers qui se pressent tout autour de nous ne viennent jamais de très loin. Car ici, nous sommes un peu au bout du monde, dans un département que les Français ne connaissent pas. Je dirais un département qu'ils ne connaissent pas encore et qui est très beau et qui s'appelle la Lozère. Un département qui est presque rayé de la carte et qui aujourd'hui ne compte guère plus de 70 000 habitants, c'est-à-dire à peine plus d'habitants que la seule ville de Béziers. Langogne a tiré parti très tôt de sa situation de ville carrefour. C'est par ici que le département de la Lozère, prisonnier de son relief, s'ouvre sur les plaines peuplées du sud-est de la France. C'est par Langogne aussi que transite le bétail de l'Aubrac et de la Margeride, Langogne qui a la chance d'être située sur la voie ferrée Paris-Clermont-Ferrand-Nîmes. Les éleveurs, bien sûr, sont de moins en moins nombreux dans la région, mais 9 siècles après la construction de la très belle église Saint-Gervais et Saint-Protais, 2 siècles après la construction de cette halle que vous voyez ici derrière nous, eh bien, on peut dire que la ville de Langogne vit essentiellement du commerce de la viande et du commerce du bois. Dans une Margeride qui se vide de ses agriculteurs, Langogne, ville sans industrie, parvient à conserver une population stable grâce au développement de ce que l'on appelle le secteur tertiaire et grâce surtout au développement des établissements scolaires. Cette ville de 5000 habitants abrite en effet 1500 jeunes venus de toute la Lozère et venus des départements limitrophes. Tout à l'heure, Hervé Chabalier, qui est ici à côté de moi, vous guidera à travers la Lozère, à travers ce département rude, ce département pauvre, mais ce très beau département. Et puis, avec le préfet du département, avec M. Claudius Brosse et avec nos autres invités, nous essaierons de faire le point de l'avenir de la Lozère, de ses chances et de ses atouts. Mais avant d'aller plus loin, tout de suite, les informations de la matinée. À vous Paris, à vous Jean-Michel Desjeunes. Et en tête de l'actualité, aujourd'hui encore, bien sûr, le dollar. Après la surprise, maintenant, on discute un peu partout à travers le monde et on cherche à s'organiser. C'est le cas à Bruxelles aujourd'hui avec 2 réunions importantes. L'une en début d'après-midi, il s'agit de celle du comité monétaire et celle ensuite, la réunion de la Commission de la Communauté européenne. Les Européens cherchent à se mettre d'accord, tentent de mettre au point une politique commune face à ce nouveau problème du dollar. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres des Finances, D6, doit se réunir jeudi prochain. Discussion aussi à Paris. M. Paul Volcker, le secrétaire d'État américain au Trésor, avait déjà rencontré hier à Londres un certain nombre de représentants des grands pays. Ce matin, il devait voir M. Giscard d'Estaing et ensuite des personnalités européennes, des personnalités belges, néerlandaises et suisses. Mais je pense qu'il y a quelques minutes à peine, M. Volcker sortait du ministère des Finances. Georges Putoef. Oui, Michel Desjeunes, nous sommes ici dans la cour du ministère des Finances et de l'Économie. M. Volcker a passé environ 1 heure et demie dans le bureau de M. Valéry Giscard d'Estaing. Il n'est pas très bavard. Il est sorti il y a 10 minutes environ, entouré par une cinquantaine de journalistes français et étrangers, qui bien sûr lui ont posé toutes sortes de questions. Il n'a pratiquement pas fait de réponse, sauf une peut-être qui confirme ce que déclarait déjà avant-hier M. Nixon et hier M. Connolly, vous allez l'entendre. Répondant à une question, il va dire en anglais oui, le dollar se porte bien. En fait, il se porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'il ne se portait avant le week-end, la semaine dernière. C'est ce qu'il va déclarer en anglais, ajoutant que, en somme, la nouvelle a été très bien accueillie aux États-Unis. Il refuse de se prononcer pour ce qui est de la France et de l'Europe, et même du Japon. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Le dollar est en très bonne santé. Et tout le monde est très content de cette décision aux États-Unis. Il n'en dira pas davantage. Voilà.
En tout cas, on semble s'acheminer vers une série de conférences internationales pour régler ce problème. Le gouvernement britannique, lui, souhaite que le problème soit discuté non seulement avec les pays du marché commun, mais également avec le groupe des 10. En France, le ministère des Finances a annoncé ce matin que les touristes pouvaient continuer à changer 50 $ par personne, et cela au même cours qu'à la fin de la semaine dernière. Ce n'est d'ailleurs pas le cas dans tous les pays européens. En Italie, par exemple, les banques refusent de changer les devises et les chèques de voyage, et il y a là-bas tout de même 4 millions de touristes. Ce que l'on attendait avec curiosité, en France bien sûr, c'était la réaction de la bourse qui, par le fait du hasard et du week-end du 15 août, était fermée hier. Nous allons voir tout de suite avec Michel Tardieu quelles ont été les réactions aujourd'hui des milieux financiers. Bien, l'optimisme de M. Volcker faisait plaisir à voir tout à l'heure, mais il faut bien dire que si les Américains sont contents, ce sont les seuls à être contents. Wall Street a monté hier de 33 points, le Dow Jones a monté de 33 points, c'est un record, mais les autres marchés financiers sont presque tous en baisse, à commencer par Tokyo, bien sûr, qui a fait une chute vertigineuse, parce que les Japonais exportent beaucoup vers les États-Unis. À Paris, vous le verrez tout à l'heure, les cours se tiennent à peu près, on est résistant, mais ce n'empêche que c'est partout un effritement, une baisse de 1 ou 2 francs sur chaque titre. Il faut bien dire que c'est la grande incertitude, c'est le vertige. Nous ne sommes même plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les changeurs avaient toujours la ressource de peser les pièces pour savoir combien il y avait d'or ou d'argent dedans. Aujourd'hui, c'est le vide total. On a à la fois la fin des parités fixes, des taux de change qui fluctuent, et sans étalon, puisque l'étalon c'est censé être le dollar, et personne ne sait aujourd'hui combien vaut le dollar. C'est pourquoi la réunion de Bruxelles est extrêmement importante, parce qu'il faut que l'Europe continue. Or, l'Europe ne peut pas fonctionner sans un étalon monétaire, et l'Europe a toute son importance, puisque l'Amérique est aujourd'hui défaillante sur le plan monétaire. Les plus ennuyés, ce sont bien sûr les exportateurs qui ne savent pas sur quel pied danser. Ce n'est pas facile de vendre à l'étranger quand on ne sait pas quelle sera la valeur des dollars qu'on recevra, et c'est surtout pas facile de vendre aux États-Unis quand il y a en plus une surtaxe de 10%. C'est donc le commerce international qui reçoit le plus mauvais coup dans cette affaire, et c'est pourquoi la plupart des valeurs s'effritent sur tous les marchés internationaux, parce qu'on pense qu'à partir du moment où les entreprises auront des difficultés accrues sur le marché international, parce que la concurrence américaine sera plus dure, tandis qu'il sera plus difficile de vendre aux Américains, c'est pourquoi la plupart des valeurs sont en baisse. Sur le marché français, les secteurs les plus touchés risquent d'être la sidérurgie, qui est le plus gros exportateur français vers les États-Unis. Ensuite, la chimie qui exporte également beaucoup vers les États-Unis. Et puis, bien sûr, il y a les boissons, le vin, les fromages, les automobiles, les textiles, le cuir, mais c'est le lot commun pour tous les pays européens. Les Américains espèrent donc que ces mesures vont leur apporter un soulagement, et il faut bien dire qu'il était temps, parce que les dernières statistiques connues sur l'économie américaine sont mauvaises. La balance des paiements connaît ses déficits records, et la production industrielle pendant le mois de juillet, pour la deuxième fois consécutive, s'est inscrite en baisse. Alors tout ça, ça revient à dire que les Américains partent du principe que M. Volcker énonçait devant nous avec le sourire, qu'ils sont les plus forts. Les Américains disent nous sommes les plus forts, c'est donc les autres qui ont besoin de nous, aux autres de s'adapter. Et les Français, les Allemands, les Anglais disent au contraire, eh bien puisque les Américains nous lancent ce défi, à nous d'essayer de le relever et de faire en sorte qu'à la fin de la crise, les Américains ne soient plus les seuls maîtres du monde, sur le plan monétaire. Je vous signale que le Pinet à la Bourse de Paris est en... Ah ben il y a encore le tableau des SICAV, mais je vous signale que le Pinet est en baisse aujourd'hui à la Bourse de Paris, il est en baisse d'1,50 franc. C'est un élément important parce qu'il est peut-être indicatif de ce qui peut se passer sur les transactions sur l'or. L'or, évidemment, il n'y a pas de marché officiel de l'or aujourd'hui, mais il y a toujours des transactions qui se font au noir. Et il n'est pas impossible qu'on soit légèrement en baisse, puisqu'après tout, la décote du dollar qu'on change encore pour les touristes, etc., est dans la plupart des pays de l'ordre de 10%, alors que l'or, lui, était au-dessus de la parité normale du dollar de 25%. Donc, il n'est pas impossible que certains spécialistes prennent leurs bénéfices sur l'or actuellement, au noir bien sûr, puisque je le répète, il n'y a pas de marché de l'or officiel. À vous Jean-Michel. Sur les autres places financières, il faut rappeler la hausse record hier à la Bourse de Londres, où il y avait bien sûr une certaine tension, vous allez le voir sur les visages de ces Américains, mais en fait, de façon générale, aux États-Unis, on a accueilli, disons, favorablement les mesures du président Nixon. En revanche, au Japon, il y a eu un vent de panique, le marché d'échange de Tokyo s'est effondré à la fois hier et également ce matin. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ce grand titre de l'actualité. Pour le reste, à rappeler les déclarations de François Mitterrand hier soir. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste, la crise monétaire va déboucher en France sur une crise sociale à la rentrée. Et par ailleurs, les socialistes vont présenter un nouveau programme d'action en mars prochain.
En Irlande, ce sont les mouvements de grève qui maintenant ont pris le relais des violences. À Londonderry, les boutiques ont fermé leurs portes, les autobus se sont arrêtés, les guichets des postes sont fermés. L'un des chefs de l'IRA, pendant ce temps-là, a annoncé la constitution d'un gouvernement provisoire clandestin. À signaler aussi sur la scène internationale que l'Iran a décidé aujourd'hui de reconnaître la Chine populaire. Du même coup, Formose a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran. L'affaire de la garantie foncière, M. Rivenry s'est présenté finalement hier devant le juge d'instruction. Aujourd'hui, le groupe des élus communistes de l'Hôtel de Ville de Paris demande la démission immédiate du député. M. Rivenry, hier, a été l'objet d'une nouvelle inculpation parce qu'il avait utilisé dans toute cette affaire son titre de député à des fins publicitaires. Adrian Herbert est mort ce matin. Il avait subi le 25 juillet dernier, vous vous en souvenez, une double transplantation, cœur et 2 poumons, cela au Cap. Depuis, l'équipe du professeur Barnard avait dû intervenir à plusieurs reprises. Le record de survie à ce genre de greffe a été battu, malgré tout, d'environ 2 semaines, mais jusqu'à présent, aucune opération semblable n'aura donc réussi. Le satellite français EOL tourne bien autour de la Terre. Le lancement s'est bien passé, malgré un retard de près d'1h20 hier. L'expérience elle-même ne commencera en fait qu'à la fin du mois d'octobre, mais pour l'instant, EOL est en bonne santé. Le temps, il fera beau aujourd'hui sur l'ensemble de la France, des températures assez chaudes, de l'ordre de 25 à 30 degrés. Des orages, malgré tout, sont possibles sur le Massif central et le bassin aquitain. À ce sujet, d'ailleurs, le préfet des Vosges vient de demander que le canton de Sénonès, soit déclaré plutôt zone sinistrée à la suite des violents orages de dimanche dernier. Incendie de forêt en Corse, cela se passe toujours dans la forêt de Bastelica. Il y avait eu une certaine accalmie la nuit dernière, mais cela a repris ce matin. Il y a 3 foyers principaux qui progressent assez lentement et en fait maintenant plus de 1000 hectares de pinèdes sont en flammes. 6 Canadair déversent des tonnes d'eau, des renforts sont arrivés ce matin du continent. Le village de Vivario a été à un moment donné menacé par l'incendie, mais le danger est maintenant écarté. En fait, tout dépend aujourd'hui du temps. On espère bien sûr que le vent ne sera pas trop fort aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qu'annonce la météo. Une expérience intéressante qui vient de débuter à Montpellier. Il s'agit peut-être après tout d'une solution au grave problème de la circulation dans les grandes villes. Depuis hier, 35 voitures, pas tout à fait comme les autres, circulent dans les rues de Montpellier. Il s'agit en fait de taxis sans chauffeur. Il vous suffit de posséder un jeton, de prendre place dans cette voiture et ensuite de la laisser où bon vous semble, mais à l'intérieur du périmètre de la ville. Jacques Bailly a tenté l'expérience pour vous, regardez. Les opérations à effectuer pour mettre les véhicules type en route sont extrêmement simples. Premier temps, il suffit de placer le jeton sur le plateau du maneyeur que vous avez devant vous, fermer le maneyeur, introduire la clé dans le type mètre pour mettre le contact est mis, actionner le démarreur et la voiture passe. Nous assurons en permanence de l'emploi du véhicule car lorsqu'un adhérent vient chez nous, nous lui remettons une clé qui est une clé personnalisée qui comporte un numéro, c'est le numéro personnel de l'utilisateur. À titre d'exemple, je schématise, M. Durand vient chez nous, nous décline son identité complète et nous lui remettons une clé qui porte le numéro 500 par exemple. Lorsque M. Durand introduit la clé dans le type mètre et qu'il met le contact, nous filmons si vous voulez, plus exactement avec une caméra coup par coup, le numéro de la clé, le jour, l'heure, minute de prise en charge, ainsi que le kilométrage initial. Lorsque M. Durand termine sa course, qu'il désire abandonner le véhicule, au moment où il coupe le contact, nous reprenons les mêmes photos, ce qui nous permet de dire que le numéro 500, en l'occurrence M. Durand, a utilisé le véhicule numéro 6870 QH34 par exemple, le mercredi 23 de 12h30 à 12h45, pour un kilométrage de 1,5 km ou 1,7 km. Quel est le prix moyen du kilomètre pour une voiture de ce type? Alors le prix moyen du kilomètre est environ de 60 centimes, étant donné que le jeton s'achète 10 francs dans les bureaux de tabac de Montpellier et qu'il permet de faire environ 18 km. Combien de voitures avez-vous pour le moment en circulation dans la ville de Montpellier? Alors nous venons de mettre aujourd'hui, il y a quelques heures maintenant, 35 véhicules en service, les 35 premiers, et nous devons mettre 150 véhicules d'ici la fin de l'année. Monsieur, vous êtes un coopérateur. Oui, de fois exact. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée, en somme, d'être coopérateur, d'adhérer à cette coopérative?
Eh bien, ce sont les difficultés que nous éprouvons à circuler en ville depuis quelques années. Et quand on m'a proposé la formule, je considérais que c'était une solution, ça pouvait être une solution au problème de la circulation urbaine. Vous pensez qu'à terme, ça pourra devenir la formule idéale? Il me semble, parce que ça peut limiter le nombre de voitures en circulation dans la ville, puisque en somme, les coopérateurs ont à leur disposition un certain nombre de voitures qui leur permettra de circuler sans être obligés d'utiliser leur propre voiture. Alors est-ce que c'est intéressant pour vous, disons, financièrement, ou alors est-ce que c'est intéressant parce qu'autrefois vous éprouviez beaucoup trop de peine à vous déplacer à bord de votre véhicule? Se déplacer, ce n'était pas des problèmes de circulation, ce sont surtout des problèmes de stationnement, je crois. Et là, on pourra les résoudre parce que, ma foi, on aura des voitures sur place, en ville, on les utilisera quand on en aura besoin, on s'en séparera quand on en aura fini. Je considère Est-ce que financièrement vous vous y retrouvez? Ça, financièrement, il faudra attendre que la formule soit mise à l'épreuve pendant quelques mois pour se rendre compte. Une expérience effectivement qu'il sera intéressant de suivre, peut-être appliquée dans d'autres villes, peut-être plus importantes et plus grandes. Il y avait au moins un homme heureux hier soir au Bourget, il s'agit de Jean-Claude Nallet qui arbore ici sa médaille d'or ramenée d'Helsinki. Il faut bien reconnaître qu'il était à peu près le seul malgré tout à avoir le sourire. Les athlètes français étaient bien sûr déçus de leur performance au championnat d'Europe. Le directeur de l'équipe de France, Robert Bobin, a tout de même expliqué à Alain Bilouin les leçons qu'il tirait d'Helsinki. Écoutez. On va dire, c'est de la faute du colonel Crespin, de Comité, du président Mellet et bien évidemment de Bobin. Laissons dire. À ce propos, Robert Bobin, des rumeurs ont circulé sur votre démission éventuelle. Je ne donne pas de démission. Si les pouvoirs publics considèrent que je devais être à côté de la haie de Dru pour qu'ils ne la touchent pas, sur la piste pour écarter la soviétique pour qu'elle ne touche pas Nicole Duclos, eh bien, ils me démissionneront. Et je continuerai à m'occuper de sport et d'athlétisme car je pense qu'il n'y a pas assez d'adultes qui le font, voyez-vous. Les Français ont une particularité, je suis français et j'aime bien la France, et pour cause, mais si nous avons beaucoup de qualités, nous avons quelques défauts. En ce qui nous concerne, actuellement, je déplore la démesure. Quand je suis revenu de Zurich, pour un peu je me serais pris pour Napoléon. Et les athlètes pour la garde pleine de décorations. À Zurich, les athlètes s'étaient préparés normalement et avaient couru avec leur enthousiasme. À Helsinki, ils se sont préparés normalement. Ils ont couru avec leur enthousiasme et ils n'ont pas réussi tous à obtenir ce qu'on espérait d'eux. Est-ce une raison pour avoir la démesure dans la critique, comme ce n'était pas une raison pour des louanges exagérées dans d'autres cas? Soyons beaucoup plus calmes, beaucoup plus nuancés et disons-nous simplement que pour avoir des résultats importants, il faut avoir des réserves. Et pour avoir des réserves, il faut avoir un style de vie sportif, beaucoup de pratiquants et une éducation sportive de la jeunesse. Je crois que c'est la leçon principale qu'il faut tirer après ces championnats d'Europe, Robert Bobin. En tout cas, c'est le problème en profondeur. Nouvelle réconfortante malgré tout pour les Français. Un mot de tennis à ajouter, la très belle performance de Françoise Dur qui a remporté la finale du simple dame des championnats Open du Canada. Elle a battu la championne de Wimbledon, l'Australienne Golagang, en 2-7, 6-4 et 6-2. Voilà pour l'ensemble de l'actualité, pour ce tour de l'actualité. Il nous reste à retrouver maintenant François-Henri de Virieux et Hervé Chabalier pour cette édition spéciale Lozère. En ce moment donc, plusieurs millions de Français sont en vacances et il faut bien dire que parmi eux, il y a très peu de Lozériens. En effet, les Lozériens partent très rarement en vacances et surtout ceux qui quittent le département pour prendre des vacances à l'extérieur sont infiniment peu nombreux. À cela, deux explications. La première est que la majorité de la population ici en Lozère est liée à l'agriculture. Or, vous le savez, les agriculteurs sont tenus en permanence sur la terre à cause essentiellement du bétail. La deuxième raison est que le revenu moyen des Lozériens est largement inférieur à la moyenne de la population française en général. Pour le Lozérien, sortir de ce département demande un effort financier qu'il n'est pas toujours à même de réaliser. Et c'est donc pour cela que peu de Lozériens partent en vacances. Et pourtant, vous allez le voir en écoutant ces réactions prises sur le vif auprès d'un certain nombre de Lozériens. Et pourtant, les Lozériens, comme les autres, ont envie de prendre des vacances. Ça
vous est déjà arrivé de prendre des vacances? Jamais. Et en vacances tout est permis. Comme ça ne dure pas toute l'année, faut se dépêcher d'en profiter, c'est les vacances. Oh non, pas du tout de vacances. Pourquoi? Oui. Voulez-vous qu'il fasse le travail, la ferme? C'est les vacances. C'est les vacances, mon ami. Non, jamais. Pourquoi? Je peux pas. Faut que j'aide mes parents, quoi. Dans la boîte où je vais, il y a tellement de bruit que les gens dansent quand même quand le disque est fini. C'est les vacances. Et pour les vacances, nous ne partons pas parce que nous avons les bêtes à soigner qui nous tiennent à l'esclavage pratiquement. Et puis, aussi, à bien dire, il y a le manque de finances. J'ai payé 10 000 francs pour un baby whisky. J'ai cru à une erreur, mais le garçon m'a dit c'est les vacances. Ah oui, j'aimerais bien, comme tout le monde, d'en prendre. Oui. Pourquoi faire? Pas possible. Alors il y aurait une solution qui est déjà appliquée en plusieurs endroits, par exemple, c'est de s'entendre entre voisins pour pouvoir prendre des congés à tour de rôle, par exemple. Et vous le faites, ça? Et ici, chez nous, ça ne se fait pas. Je pense que l'hiver, si on pouvait quelquefois aller en ville, se détendre un peu, apprendre des choses, faire des comparaisons, enfin, on en a bien besoin aussi. Mais il faut les moyens aussi. C'est les vacances. C'est les vacances, mes amis. C'est les vacances. Et en vacances, tout est permis. Et si le Lozérien quitte peu le département pour aller ailleurs en vacances, il faut bien dire que les Français des autres régions le lui rendent bien. En effet, il y a très peu de touristes finalement qui viennent ici et disons ceux qui transhument pour aller en Espagne, en Italie, pour aller aussi sur le littoral languedocien, évitent soigneusement les routes tortueuses de la Lozère. Et pourtant, la Lozère est un très beau pays, on l'a dit, et c'est vrai, c'est un pays sauvage, mais il faut croire que le Lozérien n'est pas encore adapté à un tourisme rentable, c'est-à-dire à celui qui devient une véritable industrie. Pourtant, poussé, disons même par la force des choses, par le déclin du département, on commence un petit peu à organiser ici le tourisme, et peut-être plus important encore, l'attitude des Lozériens vis-à-vis des touristes se modifie. Vous allez le voir en regardant ce reportage de notre bureau d'information de Montpellier. « 15 touristes au kilomètre carré. En période d'affluence, au mois d'août, chaque vacancier dispose de 6,5 hectares. La Lozère est bien le département français le moins fréquenté. Pourtant, pendant les 3 mois d'été, la population lozérienne double régulièrement. Les possibilités sont modestes, la variété des distractions n'est pas infinie. La Lozère n'est pas tout à fait au goût du jour, ce goût qui peuple, qui surpeuple même, les plages du littoral méditerranéen. Première constatation, c'est en groupe que les jeunes s'adonnent à des activités sportives ou culturelles. On y rencontre surtout des camps, des colonies de vacances et des stages. Il sera difficile à des personnes isolées de venir camper ici, étant donné que les problèmes de ravitaillement sont assez importants et qu'il est plus agréable de camper comme ça en groupe dans une ferme isolée. On y retrouve une certaine solitude, mais sûr on est en groupe. Mais finalement, on arrive à s'isoler. Oui, est-ce qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'animation? On aura affaire à des gens spécialisés dans la région, aussi bien en archéologie qu'en spéléologie. Alors on pense qu'on sera suffisamment guidé. Deuxième constatation au niveau de l'hébergement cette fois. À côté d'un équipement traditionnel, gîtes ruraux, villages vacances famille, camping organisé ou sauvage, certaines initiatives privées ont su tirer profit, et cela avant même la création du parc national des Cévennes, de ce que la Lozère a de plus insolite. Ce sont les maisons paysannes et surtout la formule sans doute la plus originale, les clèdes. On y faisait autrefois sécher les châtaignes, on y abrite aujourd'hui des candidats au retour à la nature. Être clédiste, c'est avant tout un état d'esprit. La volonté de retrouver le silence, le calme, l'isolement. Les premières nuits, j'ai eu peur parce qu'il y a tellement de silence que ça en devient effrayant. Il y a des bruits qui existent ici et qui n'existent nulle part ailleurs, des chants d'oiseaux différents, et puis surtout ces bruits de feuilles sèches constamment, on s'imagine toujours. Mais enfin, les gens du village m'ont rassuré au bout de quelques temps.
Est-ce que vous êtes venu à la clé dans toute connaissance de cause? Oui, on l'imaginait absolument comme ça, sauf l'eau, que l'on pensait plus près. Mais on l'imaginait vraiment comme ça. Non, la clé, disons, la clé telle que vous la voyez ici, bon, ben, c'est celle qu'on imaginait, c'est celle que tu avais vue sur oui, ton hebdomadaire, c'est exactement ça, on ne voyait pas autre chose. Pas de surprise, pas de déception? Non, pas de déception, pas du tout. Par la clé d'elle-même, aucune. Non, non. Il n'y a que le problème de l'eau qui au début nous a semblé rebutant, et puis maintenant ça n'en est plus. Voilà. De l'avis même des responsables, on ne s'improvise pas clédiste. Pour eux, la modicité des prix n'est pas toujours déterminante. Autoconstatation, la clé est la formule idéale pour ceux qui, le reste du temps, ont une activité intellectuelle. Les conditions de vie et les contacts humains sont ici les principaux éléments des vacances. On ne les a pas recherchés, ces contacts. On s'imaginait bien que les gens voudraient parler avec nous et nous parler avec eux. Mais au départ, tout simplement, on allait chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau sur place. Il faut qu'on monte au village. Alors on va chercher notre eau. Et puis alors évidemment, il y a une brave mémé qui profite de l'occasion. On entend grincer la serrure et la conversation s'engage. D'où venez-vous? Et ça vous plaît? Et vous allez rester? Et puis alors tout de suite, venez prendre quelque chose. Alors on va prendre quelque chose. Et puis on parle des enfants, on parle un peu de tout, de leur vie à eux, de notre vie à nous. Parce qu'ils sont assez curieux de connaître un peu notre vie, parce que ça leur apporte d'autres éléments dont il manque ici. La Lozère et son tourisme en prise directe sur le monde rural n'aura sans doute jamais la faveur des foules. Une limite dont s'accommodent fort bien les Lozériens. Il s'agit avant tout, pour certains coins reculés du département, ils sont nombreux en Lozère, il s'agit de survivre. Le tourisme peut sauver en partie la Lozère, mais seul, il ne suffira pas à enrayer le déclin du département. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de Lozériens ont essayé dès à présent de trouver un certain nombre de solutions au sous-développement économique. Et vous allez le constater en suivant ce reportage que nous avons réalisé à travers tout le département. La Lozère est réellement confrontée aux mêmes problèmes économiques que, disons, les pays en voie de développement ou même les pays sous-développés. Far West ou désert français, Corse du continent, en tout cas pays perdu. Les Français, lorsqu'ils parlent de la Lozère, emploient généralement ces clichés et imaginent volontiers tout le département à l'image de ce mont Lozère dénué et sauvage. Certes, la vie n'est pas facile en Lozère. Parce que les emplois rémunérateurs manquent, que le climat est trop rigoureux, 1000 Lozériens quittent chaque année le pays. Les petits villages sont abandonnés, et même ceux qui ont voulu s'accrocher jusqu'au bout à leur hameau se résignent à partir. Est-ce que l'hiver c'est très dur ici? Oh, cette année, vous savez que c'est très dur. Oui, je pense. Et vous pensez rester encore ou vous allez partir l'hiver prochain? Oh, sûrement que l'hiver prochain, je vais partir. Vous allez partir vous aussi? Alors il n'y aura plus personne au village. Et au manque de confort s'ajoutent les difficultés économiques. Un Lozérien sur deux est agriculteur, c'est beaucoup trop pour une terre médiocre. Les exploitations sont trop petites, les revenus 30% inférieurs à la moyenne nationale, et le commerce moderne a tué les foires. Seul le marché aux veaux de Langogne garde une importance régionale. Mais combien tu en veux de celui-là? Hein? Mais ailleurs, comme à Châteauneuf-de-Rondon, c'est le déclin. Autrefois, les foires étaient très importantes. Et depuis la dernière guerre, elles ont perdu leur importance un peu chaque année. Et ces gens-là qui exploitaient ces cafés ou ces auberges ou ces restaurants vivaient aussi un peu d'agriculture parce qu'ils avaient un peu de propriété. Combien il y a de cafés à Châteauneuf? Il y en avait 27 dans la commune. Il y en avait, je crois, 21 ou 22 dans le village. Pour combien d'habitants? Pour 700 habitants. Et ce déclin de l'agriculture n'est pas compensé, loin s'en faut, par la prospérité industrielle. La seule grosse usine de Lozère, celle de Creusot-Loire à Saint-Chély-d'Apcher, vient de licencier 400 ouvriers. Pourtant, certains croient encore en l'avenir industriel du département.
À partir des industries du bois, 15 000 emplois pourraient être créés dans le Massif central, mais les usines de traitement du bois continuent à bouder le département. Un scandale, c'est que notre bois fait tourner une usine de Milan en papeterie. Et que pendant très longtemps, aussi bien les ministères que les papetiers français ont dit qu'il n'y a pas assez de bois dans le Massif central. Alors je vous citerai l'usine, c'est l'usine d'Abermeyer à Milan, qui tourne strictement sur le bois du Massif central. Alors que vous pourriez la faire tourner, alors que normalement, ça doit tourner ici. Mais alors on se heurte là aux féodalités, aux transporteurs qui ont fait leur fortune sur le transport du bois et qui sont opposés à toute réalisation sur place. Et pourtant, malgré ce tableau économique affligeant qui existe depuis des dizaines d'années, les Lozériens commencent à trouver enfin leurs propres solutions pour s'en sortir. Par exemple, certains agriculteurs se font artisans l'hiver pour gagner un peu plus, comme ce forgeron. Agriculteur, on n'a que 5 ou 6 vaches, là on ne peut pas vivre avec ça. Alors fermier, ça donne un peu d'avantage, quoi, pour avoir un peu plus de supplément, quoi, de vivre, quoi, un peu plus de revenus. Vous pensez que c'est une bonne chose que ces gens n'aillent pas à la ville et restent en Lozère? Je pense surtout que la plupart, s'ils étaient partis en ville, ils seraient partis sans aucune formation, les préparant à bien se reconvertir, et qu'ils n'auraient pas été aussi heureux que de pouvoir gagner assez d'argent en restant dans leur village. Autre initiative intéressante, la construction de centres pour handicapés physiques et mentaux. Dans le pays, c'est une nouvelle source d'emploi pour les jeunes. En Lozère, il y a environ 550 handicapés. Vous pensez que les Lozériens acceptent plus facilement des handicapés que les autres Français? Je crois que les Lozériens sont peut-être plus prêts et sont plus réceptifs pour ces handicapés. Cette Lozère s'offre, si vous voulez, pour accueillir certes des handicapés, mais aussi tous ceux qui ont besoin de se retrouver un jour ou l'autre, un temps plus ou moins long, parfois certains à vie, dans un cadre naturel et se réconcilier, si vous voulez, avec cette nature. Accueil des touristes, des handicapés, de tous ceux qui ont besoin de repos, accueil des enfants aussi qui ont besoin d'un bol d'air pour mieux grandir. L'avenir de la Lozère est là. Dans une société industrialisée et polluée à outrance, l'air pur et le calme se vendront de plus en plus cher. L'accueil sous toutes ses formes, c'est certainement l'une des solutions les plus sérieuses pour l'avenir de la Lozère. Encore faut-il proposer à ceux que l'on veut accueillir, à ceux que l'on veut faire venir ici, un équipement moderne et un certain confort. Hélas, ce n'est pas toujours le cas, loin de là en Lozère. L'équipement hôtelier, l'équipement routier, l'équipement téléphonique sont des équipements extrêmement médiocres. Et même ce département que l'on montre dans les livres de géographie, comme le château d'eau de la France, et même dans ce département, il y a des villages qui n'ont pas encore l'eau courante. Le temps de la diffusion de ces quelques enquêtes que vous venez de voir, et François-Henri de Virieux, qui était là tout à l'heure et qui s'est éclipsé, a eu le temps d'aller à 12 km au sud-est de Langogne, dans un petit village qui s'appelle Chaudérac, un de ces villages qui n'a justement pas encore l'eau courante, et il doit être en ce moment au centre du village. À vous, Chaudérac. Merci Hervé Chevalier. Avec nous pour débattre du problème de l'avenir de la Lozère, M. Claudius Brosse, qui est le préfet du département, le docteur Blanc, qui est le président de l'Office de tourisme, et l'abbé Vialet, ancien député et maire de Langogne. Est-ce que les Lozériens souhaitent le tourisme? Parce qu'on a le sentiment, quand on vient de l'extérieur, que les Lozériens ne souhaitent pas avoir les touristes. Je crois qu'après peut-être avoir eu certaines difficultés, les Lozériens commencent à penser que le tourisme peut justement apporter beaucoup à la Lozère. C'est du moins ce que je pense. Quel type de tourisme? Quel tourisme? Je crois qu'il faut un tourisme de qualité, il faut donner de la Lozère une image de marque. Nous avons un capital naturel exceptionnel par sa richesse, par ses variétés. Il y a, je crois, des efforts importants faits par les collectivités pour s'équiper, contrairement peut-être à ce que l'on pense parfois. Il y a aussi un effort dans le cadre d'une certaine animation culturelle et je pense qu'il suffit de voir ce qui se passe à l'heure actuelle dans le parc des Cévennes, par exemple, avec le Tour de France, dans la vallée du Lot, par exemple, avec le cours dramatique Charles Dulin.
eh bien, je crois que ce capital naturel, doublé d'équipements de loisirs adaptés, les uns classiques tels que des tennis, des piscines, et les autres un peu plus adaptés à notre sol, tels que ces gîtes-étapes, ces possibilités de randonnée équestre dans tout le département, eh bien, je crois que grâce à tout cet effort, eh bien, vraiment, l'activité touristique pourra être pour la Lozère ce qu'elle doit être, à savoir une source de revenus importants, à la fois pour les Lozériens eux-mêmes et pour les collectivités locales. On fait du ski ici? On peut faire du ski de randonnée. Je crois que la Lozère n'a pas de pente pour rentrer en concurrence avec les pistes des Alpes, mais par contre, les pentes naturelles de la Lozère se prêtent particulièrement au ski de randonnée et il existe à l'heure actuelle 3 points dans le département où il y a des petits centres de ski de randonnée. C'est, je crois, une possibilité pour la Lozère importante. C'est votre avis, monsieur le préfet? Oui, je crois qu'il faut que le département affirme son originalité. Et il ne faut surtout pas qu'en matière touristique, il se mette en concurrence avec d'autres départements mieux favorisés. Et ce serait une erreur très grave que d'essayer de faire croire à quelqu'un que la Lozère est soit la Côte d'Azur, soit les Alpes du Nord. Il faut définir une perspective originale du développement touristique, et le docteur Blanc l'a esquissé. Il s'agit essentiellement d'un tourisme de qualité s'adressant à des cadres. C'est d'ailleurs un tourisme plus difficile à lancer qu'un autre, mais toutes les études que nous avons fait faire par divers bureaux d'études nous ont confirmé dans ce sentiment, et d'ailleurs les gens qui viennent ici, qui achètent des résidences secondaires, confirment également ce fait à la fois d'expérience et qui résulte des études. Je crois que si la Lozère sait choisir, sait affirmer, sait dire chez nous vous ne ferez pas du ski alpin parce que nous ne sommes pas les Alpes, mais vous ferez du ski de randonnée, et le ski de randonnée c'est aussi bien que le ski alpin, je crois qu'à ce moment-là la Lozère trouve une figure présentable à l'extérieur. Vous parlez d'un tourisme pour cadres. En fait, j'étais frappé du nombre de campings qui s'étalent le long de vos rivières. Non, c'est une erreur. C'est parce qu'on voit beaucoup les tentes en raison de leur couleur assez curieuse dans les paysages, mais le département de la Lozère est un département qui a relativement peu de campings comparé à la moyenne nationale. Je croyais que vous vouliez développer le camping gratuit. Le camping à la ferme, je crois que c'est un camping un peu plus original, qui s'adresse d'ailleurs à une clientèle de cadres qui recherche un contact beaucoup plus direct, beaucoup plus vrai avec les agriculteurs et aussi avec la nature. Je crois que ce camping à la ferme que l'on a l'intention de lancer dès 1972 en Lozère correspond justement à ce tourisme pour cadres, parce que c'est un camping spécifique et original. Monsieur le maire? Oui, je suis d'accord là-dessus, mais dans les campagnes, auprès des bourgs, comme Saint-Chély-Langogne, le camping normal est un appoint extrêmement important. Nous avons actuellement à Langogne 211 caravanes. C'est un camping qui fait tourner le petit commerce local, notamment les plus déshérités par conséquent des commerçants actuels. Ceux qui n'arrivent pas à se transformer, qui se transforment très mal. Est-ce que les commerçants sont contents du camping? Les petits commerçants sont très contents. Le gros commerçant, les magasins Super G et les autres, ne sont pas mécontents non plus, mais c'est vraiment le petit commerçant qui vit là-dessus. Et qui tourne là-dessus toute l'année. Alors pour moi, quand on parlait du tourisme tout à l'heure, l'objectif essentiel à mon avis, c'est d'arriver à faire un tourisme de 4 mois. À ce moment-là, les investissements sont rentables en Lozère, alors qu'actuellement, avec 1 mois et demi, 2 mois, ils ne le sont pas. Monsieur le préfet, je voudrais que nous changions un peu de sujet de conversation. À la Révolution, vous le savez, il avait été question de baptiser le département de la Lozère département des sources. L'eau, en effet, est partout ici. Elle est là, ici même à Chaudérac, elle est là dans cette montagne, elle coule à une fontaine qui est là derrière, et à 150 mètres de ce côté-là, elle est dans la Clambouse. Et pourtant, les habitants d'ici, les habitants de Chaudérac, n'ont pas l'eau. Je veux dire qu'ils n'ont pas l'eau officielle, qu'ils n'ont pas les adductions d'eau, qu'ils ne sont pas desservis par un réseau collectif d'adduction. Parce que, bien sûr, les plus débrouillards d'entre eux, ceux qui en ont le plus besoin, les plus riches aussi, ont acheté des sources, les ont captées et ont fait leurs propres adductions. Mais les autres doivent venir ici, à cette fontaine qui est là, derrière ce mur. Et en fait, si nous parlons de ce problème, c'est que c'est un problème qui intéresse toutes les campagnes françaises. 5 millions de ruraux sur les 20 millions que compte notre pays n'ont pas cette denrée de première nécessité qu'est l'eau.
Avant de parler des raisons de ce retard d'équipement, avant d'en parler avec des spécialistes et avec vous-même, je vous propose de quitter un peu la Lozère et de nous rendre dans le département de la Marne avec Françoise Gilles. Nous allons visiter un village sans eau. Bonjour Madame Berton. Bonjour Madame Henri. Vous la passez à l'eau? Oui Madame Berton. On va faire du temps, ça. Ça y est, il n'y a encore plus d'eau? J'ai plus d'eau d'évian, je fais la salade à l'eau de vitelle. Oui, oui, s'il n'y a plus d'eau d'évian, on prend de l'eau de vitelle. Vous faites souvent la salade avec de l'eau minérale? Oh, ça nous arrive très très souvent, y compris pour le café, parce que nos citernes sont les 3/4 du temps vides. Et ici, à Changy, c'est mon problème, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, on est 137 habitants, il y a quelques citernes qui se vident tout le temps, depuis une fontaine où les femmes sont obligées d'aller chercher l'eau. On est à 10 km de Vitry-le-François et à 200 km de Paris. On est au Moyen-Âge. Tous les jours à Changy, village comme les autres d'un pays évolué, les femmes prennent leur seau et vont à la fontaine chercher l'eau dont elles ont besoin. Pour boire, pour se laver, pour faire la cuisine, la vaisselle, la lessive, pour tout. Cela fait des dizaines de litres par jour, des milliers par an à charrier par tous les temps, parce qu'ici, en 1971, on n'a pas encore fait d'adduction d'eau, l'eau courante n'existe pas. Je crois que nous aurions des époux. Nous aurions des époux à changer, hein, madame. Vous venez tous les jours à la fontaine? Ah, tous les jours. Tous les jours, pour chercher de l'eau potable pour boire. Il n'y a qu'ici où on peut avoir de l'eau potable dans le village. L'eau des bassins n'est pas potable. Elle sert pour faire la lessive. Elle se vide quelquefois la fontaine? Oh, plusieurs fois, quand on a des sacs, hein. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Les privilégiés ont un puits dans le jardin ou dans la cour, comme Monsieur de Merlet par exemple. Mais un puits, ça ne suffit pas. Et ça dure depuis combien de temps? Eh bien, voilà 20 ans que nous sommes à Changy. Et vous savez, moins 2 ans, vous savez, on peut dire que voilà 18 ans que nous faisons la corvée, comme il y a un siècle. Vous avez un puits chez vous, une citerne? Nous avons un puits. Et qui t'arrive quand il fait sec. C'est de l'eau potable? Elle n'est pas potable. Alors je vais chez les voisins en chercher pour laver les légumes et faire à manger, pour la cuisine. Vous charriez de l'eau combien de fois par jour à peu près? Bah, pour la consommation humaine, on en charrie environ de 2 à 4 sauces, ce qui fait environ une contenance de une quarantaine de litres, quoi, pour boire comme pour faire la vaisselle et mettre dans ce qu'il faut pour faire pour la cuisine, quoi. Monsieur de Merlet était conseiller municipal, il est resté 6 ans, et puis il a démissionné parce qu'il en avait assez de réclamer sans jamais rien obtenir. Pour conjurer le sort, les habitants de Changy se sont donnés pour mère cette jeune femme de 30 ans, marseillaise d'origine et femme d'industriel, Christine Nittard. Il fallait quelqu'un qui fasse le boulot, parce que les hommes travaillent, et les femmes s'occupent souvent de leurs bêtes. Il fallait quelqu'un qui ait un petit peu de temps. Moi, j'avais un petit peu de temps à leur donner. Vous présentiez peut-être une certaine puissance, non? Oh, une certaine puissance pour eux, je ne sais pas si ça compte. Mais par exemple, ce qui compte beaucoup dans un village un peu éloigné, c'est le téléphone et une bagnole, une voiture. Alors là, je peux me déplacer, je peux aller à des réunions, je peux aller à la sous-préfecture, je peux même aller à la préfecture, je peux aller, je sais pas moi, à Reims, partout. Et de même, quand il y a des problèmes, je peux téléphoner comme ça. Et c'est très important. D'abord, ça simplifie bien les problèmes d'un maire. Et pour un maire, l'absence d'eau, qu'est-ce que c'est? Tous les problèmes, le problème des vieux malades, le problème des cultivateurs qui n'ont pas d'eau, et peu à peu tous les gens qui s'en vont, donc la mort d'un village. Si on était très nombreux, le village vivrait et puis il y aurait des tas de choses. Mais là, on n'a pas d'eau, les gens ne viennent pas, il n'y a pas d'industrie bien sûr, mais il y a des tas de gens qui aimeraient construire à Changy. Personne ne vient, il n'y a pas d'eau.
Ça, les communes rurales, c'est atroce comme problème. On peut respirer de l'air, mais c'est tout. Hein. C'est vraiment tout. Jour après jour, depuis des années, Changy vit une gigantesque course au trésor, mais le trésor est toujours le même. Madame Panot a une machine à laver, mais le lundi, quand elle fait sa lessive, ses fils doivent aller pomper dans la cour de l'école l'eau dont la machine a besoin. Et à chaque lessive, vous avez les mêmes problèmes? À chaque lessive, nous avons les mêmes problèmes, exactement. Est-ce qu'il y a toujours de l'eau à l'école? Non, il y a environ à peu près 5 à 6 semaines, il y a une sécheresse. Mon mari a dû apporter de l'eau du pays voisin. Il l'apporte comment? Dans une citerne, derrière une voiture, une remorque. Alors cette citerne se pose sur une remorque. Il y a longtemps que vous habitez Changy? Eh bien, voilà, je ne connais pas, 15 ans. Et vous avez toujours vécu comme ça? Toujours. Ce serait à refaire, on ne le ferait plus. Dans ce pays de cultivateurs où l'on ne craint pas la sécheresse, l'absence d'eau devient une obsession. Monsieur Jacquier a un élevage modèle, 50 hectares de terre et une étable à lisier dernier cri, mais il se demande parfois à quoi bon. Oui, l'étable équipée d'abreuvoirs automatiques. Et malheureusement, tout l'hiver, du fait de manque d'eau, avec une tonne, je suis obligé d'aller chercher de l'eau à la rivière et d'abreuver mes bêtes dans la mangeoire. Je charrie en moyenne 5 à 6 000 litres d'eau toutes les semaines. L'été, les vaches sont au pâturage, mais le puits est à sec. Alors Monsieur Jacquier continue à descendre à la rivière avec sa tonne et il pompe tous les jours les quelques milliers de litres qui empêcheront ses bêtes de mourir de soif. Ici, tous les trucs sont bons. On recueille jusqu'à la dernière goutte l'eau qui tombe des toits et on dépense des trésors d'imagination pour arriver à ce miracle, prendre une douche. Ah, ça fait du bien, hein. Ça va. C'est bien, c'est chaud assez. On va dire, oui. Bon, alors, faut mettre du savon maintenant. C'est ça que nous aurons. Et depuis 18 ans, vous supportez ça? Et oui, ben que voulez-vous dire? Le paysan est assez docile, et puis moi, vu l'âge que j'ai déjà, nous avons fait notre service militaire, il y avait même une certaine discipline, et on donnait bien ses revendications, mais sans aller au-delà. En tant qu'elle était acceptée ou pas acceptée, c'était fini. Mais cette eau, vous la réclamez? Cette eau, notre commune la réclame depuis plus de 10 ans, bien sûr. On fait partie d'un syndicat. Alors on nous dit toujours dans 2 ans, dans 2 ans. Alors, on a affaire au génie rural. Ils font des soi-disant, enfin ils font des forages, oui, ils font des tas de choses, mais enfin, il faudrait faire venir un ingénieur du génie rural et le faire vivre la vie d'ici. Et il verrait ce que c'est que dès l'aube, de l'aube à la nuit, ce que c'est que l'eau. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, bon, on prend son broc d'eau le matin, on se lave les mains, on arrose ses fleurs. Sa vie, c'est se laver les mains, arroser sa fleur, laver sa salade, retourner chercher un broc d'eau, à la rigueur se laver peut-être les pieds, et puis aller se coucher. Alors ces ingénieurs du génie rural dont parlait le maire de Changy tout à l'heure sont avec nous. Monsieur Foulouz, je rappellerai que vous êtes chef du service des équipements au ministère de l'Agriculture et le grand patron des adductions d'eau en France. Monsieur de Saboula-Bolena, vous êtes directeur départemental de l'agriculture de la Lozère, par conséquent responsable de l'endroit où nous nous trouvons ici. Et enfin, monsieur le maire, monsieur Chabalier, vous êtes maire de Chaudérac. Alors tout de suite, monsieur Foulouz, je crois que les chiffres que j'ai cités tout à l'heure sont même un peu optimistes, puisque 5 millions de ruraux sans eau, c'est 5 millions sans compter les résidences secondaires. Non, les chiffres que vous avez donnés sont parfaitement exacts. La situation générale en France est bien caractérisée par un taux de desserte de 75% actuellement. C'est un taux moyen qui couvre des situations assez diverses puisque, suivant les régions,
en fonction de raisons géographiques, géologiques, économiques et même sociologiques. L'alimentation en eau potable sous pression n'a pas atteint le même niveau. Dans certains cas, nous sommes à la presque totalité de la couverture du territoire, 98% dans certaines régions. À la fin du 6e plan, c'est-à-dire du plan actuel, en 1975-76, nous aurons desservi, nous aurons amené l'eau dans la totalité des bourgs des communes rurales. Mais pas sur tous les éviers, alors. Mais pas sur tous les éviers. Il faudra sans doute attendre encore une période de 5 ans pour couvrir la totalité du territoire. Mais je vous ferai remarquer que cette couverture comprend non seulement les besoins existants, de la population existante, mais aussi de la population qui se transfère sur le territoire rural, qui quitte des communes rurales et qui vient dans des gros bourgs et qui par conséquent compte et doit être desservi dans ces gros bourgs. Ce chiffre aussi compte des travaux de renforcement, parce que maintenant nous avons atteint un état d'équipement dans un certain nombre de communes tel que des besoins de renforcement se font jour et que par conséquent il faut les satisfaire. Nous comptons, chiffrerons, consacrer encore 12 milliards de francs actuels à la desserte en eau du territoire rural au cours des deux prochains plans. Combien de communes dans la Lozère manquent encore d'eau? Je ne sais pas exactement combien de communes manquent d'eau. De toute manière, on peut dire que pratiquement il y a l'eau à peu près dans toutes les communes. Il ne faudrait pas penser que nous ayons en Lozère des problèmes analogues à ceux que vous évoquiez tout à l'heure dans la Marne. Et si nous avons ici une fontaine, il ne faut pas penser que tous les gens du village viennent chercher l'eau. Ils ont quand même, ils sont en principe un peu dépannés les uns ou les autres. Et évidemment, il y a encore à faire l'adduction collective. Mais je voudrais qu'on s'attarde un peu aux raisons pour lesquelles il n'y a pas l'eau ici. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas l'eau ici, monsieur le maire? Parce que ici la commune est divisée en sections. Et les sections qui ont l'eau, les 2 ou 3 sections qui ont l'eau, ont des bois. Et ils ont financé leur adduction d'eau par section. C'est-à-dire que chaque hameau a financé son adduction d'eau. Son adduction d'eau. Et aujourd'hui, il ne reste plus assez de personnes pour qu'on fasse une adduction d'eau aux frais de l'État, c'est ça? Oui, et maintenant, toutes les adductions d'eau que nous pouvons faire, nous pouvons les faire que par l'emprunt. Et nous en avons déjà beaucoup d'emprunts à la commune. Parce que les habitants de la commune disent ici que vous avez, refusé d'installer l'eau dans la commune. Non, je n'ai jamais refusé d'installer l'eau dans la commune. Au contraire, je ferai mon possible, mais nous avons comme solution que les emprunts. Et nous avons plus de 18 millions d'emprunts. Et la commune n'est pas assez riche pour les supporter. Non. Là, on touche un problème, monsieur. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces communes dépeuplées, n'est-ce pas? Est-ce que tout de même... Il est extrêmement intéressant de considérer que les 3 hameaux de la commune, puisqu'au total il y a 13 hameaux dans cette commune, y compris le bourg, les 3 hameaux qui ont l'eau sont des hameaux qui ont des forêts sectionnales. Et c'est grâce aux revenus de cette forêt qu'ils ont pu apporter la contribution nécessaire. Maintenant, de toute manière, je pense que dans les années qui viennent, et même déjà l'année prochaine, on pourra mettre l'eau partout, parce que tout de même les revenus de la commune doivent être suffisants pour apporter la contribution. Tout de même, malheur aux communes qui ne sont pas riches, enfin qui n'ont pas des richesses. C'est un peu le lot de toutes les communes du département. Monsieur le préfet, je voudrais revenir avec vous sur les problèmes de la responsabilité du choix. Car finalement, c'est vous qui avez les dispositions des crédits, c'est vous qui tranchez. C'est vous qui dites l'adduction d'eau dans telle commune, pas adduction d'eau dans telle commune. Comment ça se passe? C'est exact, avec cette réserve, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit au sujet de la commune de Chaudeirac, sur laquelle j'ai des informations extrêmement précises, puisque l'administration fait des papiers, ça a au moins un avantage, c'est que les papiers restent, et les papiers je les ai. Et je tiens à dire très nettement que si le bourg de Chaudeirac n'a pas l'eau, c'est que la commune n'a jamais voulu l'y mettre, et que si elle avait voulu l'y mettre, elle l'aurait depuis fort longtemps. Pourquoi avez-vous refusé l'eau? Faute de trouver les fonds. C'est ça, donc évidemment... Non, mais je ne suis pas d'accord non plus, je suis très obstiné. J'ai regardé la situation financière de cette commune et je vous signale que les 4 derniers exercices se sont terminés par un excédent se situant entre 90 et 150 000 francs. C'est-à-dire que la commune, je vous rappelle que l'État prend en charge 65% de la dépense, 65% de, disons, 180 000 francs, puisque c'est le prix actuel. Vous voyez que ça laisse à la charge de la commune 60 000 francs. La commune ayant un excédent entre 90 et 150 000 chaque année, elle pouvait sans aucune difficulté et sans recourir à l'emprunt financer cette adduction d'eau du bourg. Donc si le bourg n'a pas l'eau, c'est que la municipalité ne l'a pas voulu.
Pourquoi? Parce que les agriculteurs des environs ont déjà tous l'eau par captation. C'est parce que le maire vous a expliqué qu'ici, il faut savoir, c'est du droit moyenâgeux que nous avons en Lozère. Il n'y a pas de biens communaux. Les biens appartiennent à des sections de communes, c'est-à-dire à des villages. Et c'est un régime de propriété privée. Les habitants de la section, en réalité, sont propriétaires comme en indivision. Alors, ils entendent se réserver l'usage exclusif des ressources des biens de section, ce qui est conforme à la tradition, mais ils n'entendent pas payer pour ceux qui n'ont pas de biens de section. Le bourg chef-lieu n'ayant pas de biens de section n'a pas de ressources propres et les habitants des autres bourgs n'entendent pas payer pour lui, tant il est vrai que la solidarité communale est très faible ici et je le regrette. Je crois que, comme le disait tout à l'heure Hervé Chabalier, nous avons pris un grand bol d'air au cours de cette édition spéciale. Je ne reviens pas sur le dollar, restons sur cette bonne impression et cette verdure. Il n'y a pas de dernière minute depuis le début de cette édition de Télémidi. Merci de votre attention.